Retour sur ce plateau pour la suite de ce débat. Nous faisons un dernier tour de table sur la question du Soudan. Avant d'aller en République démocratique du Congo, je reviens à vous. Vous parliez du rôle de l'Union africaine qui semble être submergé par les Nations Unies, les États-Unis. Exactement. Vous savez, le Soudan n'est pas un pays asiatique. Le Soudan n'est pas un pays américain ni un pays européen. C'est-à-dire que quand vous allez sur ces continents-là, au niveau de l'Europe, quand il y a un problème, vous voyez l'Union européenne. Vous voyez les pays européens. Quand vous allez aux États-Unis ou sur le continent américain, quand il y a un problème, vous voyez les pays du continent américain. De même, c'est la même réalité au niveau du continent asiatique. Aujourd'hui, on a vu que le problème qui est survenu au niveau du Soudan, les premiers acteurs qui ont intervenu, subitement, nous avons vu les États-Unis. Après, nous avons vu l'Arabie Saoudite. L'Union africaine fait partie aussi des premiers à réagir dans les premières heures du combat. Mais la réaction n'est pas que diplomatique, n'est pas que verbale. On ne peut pas se limiter à pondre des communiqués, à intervenir de façon... Mais il faut agir, il faut aller sur le terrain. Les États-Unis ont envoyé un médiateur le plus rapidement possible parce que ces pays-là ont des intérêts au Soudan. Mais les États-Unis ont une base militaire au Soudan. Je ne sais pas si vous comprenez. L'Arabie Saoudite n'est pas un pays du continent africain. Mais l'Arabie Saoudite a réussi. Tout dernièrement, un émissaire du général de l'autre camp, Bouraïn, je pense, c'est comme ça il s'appelle. Il a reçu un camp. Donc, c'est des pays qui veulent jouer un rôle principal dans ce conflit qui oppose les deux parties. Et si vous le permettez, s'il faut revenir sur l'échec de l'Union africaine, c'est de reconnaître que la transition qui a été négociée et qui a vu le partage du pouvoir entre les militaires et les civils n'a pas été bien mise en place. C'est pour ça qu'il y a ce problème-là. N'a pas été mis en place parce que quelques années plus tard, du moins un an et demi plus tard, on a vu qu'on a renversé les civils. Après, on a vu les populations ont commencé par manifester, on tuait, ça ne disait rien à personne. Aujourd'hui, c'est parce que ça touche à un intérêt particulier d'une partie de ces généraux-là que vous voyez une certaine confrontation. Et ceux qui payent le lourd tribut aujourd'hui, ce n'est pas ces deux généraux-là, ce ne sont pas les deux camps. Parce que quand vous voyez ceux qui meurent journalièrement, ce sont les Soudanais, c'est la population civile qui n'en peut plus, qui est délaissée par l'Union africaine, qui est censée résoudre le problème. Et cette guerre-là, je pense que elle n'est pas partie pour finir de sitôt parce que les intérêts sont tellement énormes et les États occidentaux, les États du continent asiatique comme l'Arabie Saoudite, pour ne citer que ceux-là, ils ont véritablement des intérêts au Soudan et ils ont intérêt également que les partis ne continuent plus à s'entendre, que les deux généraux continuent pas à s'affronter parce que vous avez vu la trêve qui a été négociée, elle n'est même pas arrivée à échéance, que les combats ont repris de si belle et les combats sont très rudes au niveau de Khartoum et dans sa banlieue. Donc aujourd'hui, l'Union africaine est absente comme toujours sur le continent africain. Lorsqu'il y a des conflits, on ne la voit pas. C'est, comme beaucoup l'ont critiqué, c'est une organisation qui est dirigée par les Occidentaux parce que nous avons une Union africaine où le budget, plus de 80% du budget est subventionné par les Occidentaux. Donc c'est normal qu'on voit ces Occidentaux-là qui essaient de manipuler les différents responsables de ces démembrements de l'Union africaine qui n'existent que de nom. Merci beaucoup Samir. Oui, Fioclou, quel est le rôle de l'Union africaine? A-t-elle assumé ses responsabilités dans cette guerre? Il ne faut pas se voiler la face. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'Union africaine n'a pas les moyens de ses ambitions. L'Union africaine n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. L'Union africaine n'a aucune mesure contraignante à prendre sur le problème qui survient au Soudan. Il faut être clair là-dessus. Et donc, elle devrait rester dans une posture de spectateur ou... Que le siège de l'Union africaine est construit par la Chine et tous ces deux micros, ça m'a fait honte. Presque tous les pays indépendants de l'Afrique de l'Ouest, il y a 60 ans qu'ils ont l'indépendance, et ceux de l'Égypte et de l'Afrique centrale ne peuvent pas s'octroyer un siège construit par le continent. C'est une honte. Et vous voulez que le Tchadien qui est là-bas, on a tué son président. Il a quelle légitimité là-bas? Et vous dites que l'Union africaine... Tout ce que moi je sais, c'est que les Occidentaux s'appuient sur nos organisations africaines pour agir. Mais les États-Unis, avec leurs intérêts dans la région, le secrétaire d'État
américain Blinken a fait le nécessaire pour avoir au moins cette trêve. Et les négociations pour la seconde trêve vont aboutir, mais toutefois, la fin des coups de feu, à mon avis, ce n'est pas pour maintenant. Marc, vous êtes du même avis? Non, moi je l'ai déjà dit, que l'Union africaine ne joue pas son rôle. Moi je l'ai déjà dit. Et d'ailleurs même, comme on critique la CEDEAO, mais l'Union africaine n'est pas loin de la CEDEAO. Le doyen vient de dire quelque chose tout de suite qui m'a fait rire. Moi, depuis fort longtemps, je ris. Vous savez, les organisations de l'Afrique, si une seule organisation de l'Afrique peut évoluer, il faut que l'organisation, qu'elle soit autonome. Or, les organisations de l'Afrique ne sont pas autonomes. Tout est manipulé. Même les médias manipulent les organisations de l'Afrique. Quand est-ce qu'on peut évoluer? Bon, il ne faut pas jouer aux médecins après la mort. Non. Parce que depuis fort longtemps, moi, je l'ai déjà dit. Même, le juriste vient de souligner quelque chose. Entre-temps, les Soudanais, les civils avaient dit que on ne les a pas consultés avant de signer des accords comme ça. Oui. Mais finalement, dans ce combat, on ne voit plus les partis politiques de la société civile et on ne voit plus les civils. C'est les militaires qui sont à l'avant-garde. Les organisations on parle des balles réelles, on parle des mitraillettes. On parle des balles pas possibles. Et d'ailleurs, ces balles, ces armes-là, même là, ça ne vient pas de l'Afrique. Ça vient de loin. Moi, je l'ai déjà dit, que cette guerre-là, ça profite aux Occidentaux. Et c'est pour cela que j'invite ces deux généraux à aller au dialogue, à aller aux échanges. Parce qu'ils se sont entendus une fois, ils peuvent s'entendre également une deuxième fois. Merci. C'est important beaucoup, pour l'Afrique. Parce qu'il faut toujours l'intérêt commun. Entre-temps, c'est l'intérêt commun qui les a poussés à aller renverser Omar el-Béchir. Il faut maintenant mettre l'intérêt de la population également en tête pour pouvoir s'entendre. Merci beaucoup. Nous allons rester sur ces mots. Aller au deuxième sujet. Nous prenons donc la direction de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi brandit sa coalition électorale, l'Union sacrée de la nation, une coalition de partis politiques soutenant la candidature du président Félix Tshisekedi à sa réélection à la prochaine présidentielle, a organisé un grand rassemblement ce samedi à Kinshasa pour annoncer son soutien au président Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle de cette fin d'année 2023. La coalition Union sacrée de la nation avec des poids lourds comme Vital Kamerhe ou encore Jean-Pierre Bemba se montre soudée derrière Félix Tshisekedi. Alors ma question, est-ce une démonstration de force? Parce qu'on voit que cette sortie fait suite à une sortie il y a de cela 2 semaines faite par une coalition de l'opposition. Marc, démonstration de force du camp au pouvoir ou bien un meeting tout à fait normal? Démonstration, je ne saurais le dire, puisque un meeting, oui. Vous savez, Félix a souffert avant de se débarrasser de Joseph Kabila. Vous avez vu que même après son installation, il a pris beaucoup d'années avant de se débarrasser de lui. Et donc, il a encore fait 2 ans avec lui. Bien sûr. Et donc du coup, il faut mettre cette coalition-là en place pour pouvoir remporter ce deuxième mandat qui s'annonce déjà. Félix, il est soutenu par non seulement une partie de la population, mais également par des poids lourds que tu viens de citer. Et c'est de bonne guerre. Cette coalition, je pense que ça va l'aider. Et cette coalition d'ailleurs qui rassemble plus de, je pense, 500 partis, plus de 500 partis. Et ça va l'aider beaucoup dans cette dynamique. Et dire que c'est une démonstration de force, non, pour moi non. C'est une réunion, un meeting ordinaire. Samir, quel regard portez-vous sur ce meeting des soutiens de Félix Tshisekedi pour sa prochaine candidature à la présidentielle? Non, vous savez, Félix Tshisekedi lance les hostilités pour 20 novembre 2023. Quand vous regardez un peu les différentes actions posées par le président congolais, vous vous rendrez compte que il n'est pas là par hasard. C'est d'abord le fils d'un opposant historique de ce pays. Donc, il a appris beaucoup de son père et il sait comment agir, comment écarter ces
ses adversaires, comment les rallier à un moment donné. C'est vraiment un fin stratège. Et là, il vient de poser une certaine démonstration de force. C'est-à-dire que c'est pour dire que il a toujours encore cette capacité-là de mobilisation. Vous avez vu, le stade fait plus de 80 000 places. Tout était plein à craquer. Et vous avez vu tous les poids lourds qu'il a réussi à réunir autour de lui. Et entre-temps, on parlait de Moïse Katumbi, même si Moïse Katumbi ne fait pas partie de cette coalition de l'Union sacrée de la nation, mais il a réussi à un moment donné où il avait des difficultés avec l'ancien président congolais Joseph Kabila. Il a co-géré les affaires avec l'ancien président, pas par une certaine amour pour ce président-là, pas une certaine sympathie à son égard, mais c'est parce que, comme le dit la Constitution, quand une formation politique remporte les législatives, il est important que le Premier ministre soit nommé parmi la majorité parlementaire. Donc c'était dans ce cadre-là qu'il a réussi à partager le pouvoir avec l'ancien président Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous savez, il a à un moment donné écarté son ancien directeur de cabinet, il l'a mis dans une affaire rocambolesque. Mais qui est revenu. Non, à un moment donné, il a fait sortir de là. C'est pour lui dire que, bon, je te mets là où je veux que tu sois. Quand tu veux t'agiter, je peux te faire ressortir et t'amener. Ensuite, vous avez vu Jean-Pierre Bemba, qui, lors du remaniement du gouvernement, Jean-Pierre Bemba, qui est le ministre de la Défense aujourd'hui. Ensuite, son ancien directeur de cabinet, qui est le ministre de l'Économie aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que c'est un fin stratège, c'est un politicien, c'est quelqu'un qui a appris beaucoup de son père. Et là, il montre à ses adversaires qu'il faudrait compter sur lui. Il faudrait compter sur la capacité ou cette machine-là qui est mise en place autour de lui, comme l'a dit mon co-débatteur, qui rassemble aujourd'hui 500 partis politiques et qui rassemble des poids lourds de la classe politique congolaise. Donc je pense que Félix Tshisekedi lance, comme on le dit, le combat ultime pour aller remporter son second mandat au soir du 20 novembre 2023. Monsieur Clou Adambenou, quelle lecture faites-vous de ce rassemblement grandiose des coalitions qui soutiennent la candidature de Félix Tshisekedi? Bon, je peux dire que Félix Tshisekedi a repris la main. Cette démonstration de force avec le rassemblement de 500 partis politiques, le remplissage du stade de Matir, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Parce que le problème en RDC aujourd'hui, ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire de sécurité. Si M. Katumbi, si M. Tshisekedi arrivait par exemple à maîtriser ce qui se passe dans le Kivu, arrive à défaire le M23, les groupes organisés qui sont dans l'est du pays, moi je peux lui jeter des fleurs. L'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas courir vers les élections qui sont prévues dans 6 mois. L'essentiel aujourd'hui, c'est de mettre en sécurité sa population qui est dans le nord Kivu, à l'est du pays. Sûrement que cela fera objet de débats lors des campagnes pour la présidentielle. Est-ce qu'il n'est pas en train peut-être de se préparer avec ces sujets? Ça, c'est une première chose dont je veux parler. La deuxième chose, c'est que Étienne Tshisekedi fasse tout et tout pour ne pas trouver des alibis, pour écarter ses opposants politiques lors de ces élections présidentielles. Pour dire que Katumbi n'est pas au pays durant telle année. Donc, vous voulez parler de la loi de la Congolité qui fait toujours débat? Mais la loi n'a pas encore été adoptée. Il n'est pas encore adopté, mais ce que moi je voudrais dire, c'est que tout le monde veut que ça aille bien en RDC pour qu'il y ait une paix durable. Avant qu'il n'ait une paix durable, ou bien avant qu'on ne fasse une élection irréprochable, il faut que toutes les zones de ce pays soient concernés par cette élection. Ce qui veut dire que la sécurité au Kivu, à l'est du pays, est nécessaire. Il faut qu'il fasse tout et tout pour mater ceux-là qui prennent les armes contre son pays. Alors, je reviens à vous, Samir. Vous parliez tout à l'heure de ce caractère de stratège que dégage peut-être Félix Tshisekedi, selon vous. On voit ceux qui l'entourent, les poids lourds que je viens de citer. Vous prenez Vital Kamerhe, par exemple, qui a été condamné après les audits des 100 jours. Quelqu'un qui a été condamné à 20 ans et puis qui a été acquitté après, je pense en 2022. Vous prenez Jean-Pierre Bemba, qui a été condamné par la CPI, qui a été acquitté. Est-ce que
il s'est entouré des gens qui ont un passé un peu lourd, qui ne pourront pas faire le poids face à lui. C'est ça sa stratégie? Ou bien c'est des gens comme les autres? Parce que quand je prends le profil de Caméré, quand je prends le profil de Bemba, et leur passé avec la justice, est-ce que cela peut avoir un impact sur la population lors des élections? Non, pas forcément. Ce sur quoi Tshisekedi a misé, c'est sur leur popularité. Aujourd'hui, quand vous prenez Vital Caméré au niveau de la RDC, ce n'est pas n'importe qui, c'est un poids lourd. Vous avez vu dans cette affaire également comment est-ce que l'opinion publique a réagi. Lors de son arrestation. Beaucoup n'ont pas été d'accord par rapport à cette manière-là de le conduire devant la justice. Parce que les faits qui lui sont reprochés jusqu'alors n'ont jamais été pris au sérieux par la population. Quand vous prenez quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, qui n'est plus à présenter au niveau du Congo, qui a pendant des années au niveau du Congo joué un rôle prépondérant, même si beaucoup l'accusent d'avoir contribué à tuer beaucoup de personnes au niveau de ce pays. Mais qu'à cela n'en tienne, ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir que monsieur Tshisekedi se comporte en un homme d'État. C'est quelqu'un qui a eu le courage de réagir et de déclarer ouvertement que le Rwanda soutient le M23. C'est-à-dire que est-ce que pour dire ça, on a besoin d'avoir un sacré courage? Exactement. L'insécurité qui prévaut à l'est du Congo aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'il y a certains pays qui veulent déstabiliser le Congo. Les richesses du Congo ne sont plus à présenter aujourd'hui. Donc, certaines personnes veulent profiter de la fragilité sécuritaire de ce pays-là pour pouvoir exploiter les ressources. Mais il faut avoir le courage de le dire. Parce que quand vous dites ça, il faut s'attendre à tout. Il était même prêt à affronter le Rwanda. Il était prêt si le Rwanda continuait ses instigations, ses manœuvres d'accompagnement du M23. Il ne faut pas oublier que le Rwanda aussi accusait la RDC, excusez-moi, de soutenir les FDR, qui sont également une rébellion logée dans l'est de la RDC. Mais quand vous voyez ces pays-là, c'est les mêmes peuples qui sont un peu partout. Oui. Le Rwanda, le Burundi, la RDC, tout ce que vous voyez. Donc, c'est-à-dire que vous allez retrouver certaines familles de part et d'autre. Maintenant, si le Rwanda accuse la RDC, il faudrait qu'on puisse avoir, par exemple, des attaques au niveau du Rwanda. Jusqu'alors, on n'a pas encore eu ça. Mais ce sur quoi on est sûr aujourd'hui... Le Rwanda arrive à sécuriser son pays. Mais ce sur quoi on est sûr aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des groupes armés, notamment le M23, qui contribuent à déstabiliser la RDC. C'est la réalité aujourd'hui. Même les Nations Unies l'ont reconnu, que le M23 est appuyé par certains pays qui donnent du matériel militaire à ces groupes armés afin de déstabiliser la RDC. Mais regardez un peu ce qui se passe dans nos pays africains. C'est un peu difficile lorsqu'on vient au pouvoir après un mandat et de perdre les élections qui suivent après votre premier mandat. Mais c'est pas, regardez un peu, hein, c'est un peu difficile lorsqu'on vient au pouvoir, qu'on a déjà fait un mandat, de se présenter à un second mandat et de le perdre. Donc, c'est-à-dire que tu t'es mis en œuvre pour avoir au moins un deuxième mandat. Il faut conclure, évidemment. C'est-à-dire que M. Tshisekedi va encore enrouler pour un second mandat, sauf situation de dernière minute, parce qu'il a réussi, même si le bilan économique n'est pas en sa faveur, même si le bilan sécuritaire n'est pas en sa faveur, c'est quelqu'un qui reflète ce caractère-là d'homme d'État, qui arrive à rassembler. Et je pense que c'est ce dont les Congolais ont besoin en ce moment, de quelqu'un qui fédère, qui rassemble, qui ne divise pas. Ce n'est pas malgré comme la situation sécuritaire oui, parce fragile. que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans l'opposition, où beaucoup sont divisés, beaucoup ne se comprennent pas. Vous avez vu lorsqu'il s'était agi de désigner les différents membres de l'organisation, de l'institution qui organise les élections au niveau de ce pays-là. Vous avez vu les divergences. Les divergences, ce n'est pas au niveau de la majorité présidentielle, mais c'est plutôt au niveau de l'opposition. Généralement, dans la majorité, il n'y a pas de divergence pour ces institutions. Voyez-vous, c'est toujours la même réalité un peu partout. Marc,
Il parlait tout à l'heure de l'opposition qui est divisée. Effectivement, on a vu il y a de cela 2 semaines une coalition de l'opposition formée autour de Martin Fayoulou, de Matata Pognon, de Kachumbi, de Sessanya, qui avait organisé également à Lumumbashi une rencontre avec les partisans et la presse pour annoncer un certain nombre de mesures, parmi lesquelles des manifestations très prochainement, je pense en ce mois de mai, le 13 mai, pour contester contre la situation sécuritaire et appeler à une bonne organisation des élections. Pensez-vous que cette opposition autour de ces 4 hommes politiques puisse faire le choix face à ce que nous a présenté le camp présidentiel ce week-end? S'ils le feraient, ça dépendra de leur manière de faire. Mais directement, je te dis non. Parce que quand il y a une division entre vous, vous ne pouvez pas. D'ailleurs, on le dit si bien, diviser pour mieux régner. Quand Félix vient de faire son meeting, vous voyez combien de personnes se sont parties pour aller d'ailleurs avec les pancartes. Les gens vont jusqu'à dire qu'il faut être aux côtés de l'histoire. Il faut rester du bon côté de l'histoire, oui. Bien sûr, il faut rester avec la personne qui fédère, la personne qui rassemble. Je pense que l'opposition n'est pas en bonne position pour pouvoir mettre en place. D'ailleurs, Félix ne les regarde même pas. Félix, lui, sait que c'est déjà acté, qu'il sera gagnant. Hein. Il le sait très bien. Okay? Vous êtes dans la même logique que Samir? Non, Tu penses que quand on fait un premier mandat, tu t'es mis en œuvre pour avoir le deuxième? Non seulement ça, sur ça, je suis d'accord. Mais non seulement ça. Vous allez voir Félix qui arrive à fédérer, qui arrive à rassembler. Est-ce que l'opposition peut rassembler tous ces partis-là que Félix vient de mettre en place? Mais non. Combien de personnes, d'ailleurs, eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Là où vous ne vous entendez pas, vous pensez que vous pouvez faire quelque chose de bon? Mais non. Moi, je ne vois rien de concret là-bas. Je ne vois rien de concret. Parce que là où Félix est actuellement, le train des gens en marche. Ils sont obligés de prendre cela. Qui goûte, prend goût, comme il vient de le dire. Félix, lui, a déjà goûté au premier mandat. Mais c'est succulent. Alors, il est obligé, comme dans tous les pays africains. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur a inculqué. Bien, quand ils vont, quand ils prennent la magistrature suprême, je ne sais pas, c'est ce qu'ils tirent de cela. Tout le monde veut coûte faire le deuxième mandat. Deuxième mandat et parfois même troisième mandat comme au Sénégal. On en reviendra bien sûr. On n'est pas encore un 3e mandat au Sénégal. Il ne faut pas prêter des intentions. Macky Sall. Et Fioclou, l'opposition, je voulais dire, avec ces 4 poids lourds, Fayoulou et les autres, face à la coalition au pouvoir, Bemba, Kamere, Tshisekedi, est-ce que l'opposition fait vraiment le poids quand on voit les rassemblements des deux coalitions? Si on veut prendre en compte ce qui s'est passé au cours des élections, au cours de l'élection présidentielle passée de 2018, en RDC, il apparaît clair que les Congolais ont choisi Faoulou. Mais nous sommes en politique, les décideurs ont décidé. Vous êtes de ceux qui pensent que ce n'était pas un arrangement politique que Félix Tshisekedi est venu au pouvoir au détriment de Martin Fayoulou. Je dis la même chose que ce qui s'est passé en Guinée, où Alpha Condé a pris le pouvoir. Ce qui était dit, c'est que Seydou était un peu... Ils sont riches, ils ne peuvent plus être au sommet de l'État. C'est le même cas qui s'est présenté. Prendre Tshisekedi Félix vaudrait mieux que de prendre Fayoulou. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe souvent dans nos pays francophones. Donc moi je dis haut et fort que Katumbi aura des problèmes pour se présenter à ces élections. Oui. On va lui glisser des pots de banane. Fayoulou, je ne sais pas si aujourd'hui il a les moyens nécessaires pour ressurgir comme la dernière fois, pour ressurgir. Est-ce qu'on ne peut pas aussi s'attendre à une coalition entre ces 4 poids lourds-là autour d'un seul candidat? Parce qu'on sait que Fayoulou, il a été candidat à 2018, on a vu les résultats qu'il a fait. Est-ce qu'il y a des chances que les autres s'unissent derrière lui pour le pousser une nouvelle fois? Oui, même s'il y a cette union des 4, ce n'est pas eux les décideurs. Ce sont les organisateurs de ces élections qui décident du résultat. C'est pas la population? C'est pas la population qui décide? La population va mettre les bulletins dans les urnes. Ceux qui décomptent
Et l'organe qui est censé donner le résultat doit donner le résultat que lui, il veut. Même si c'est en contradiction avec ce que la population a fait? Mais ça se passe partout. Quand à chaque fois qu'il y a élection dans un pays africain, il y a contestation. Que dans tel bureau de vote, c'est 19. Est-ce parce qu'il y a contestation qu'il y a vraiment eu fraude? Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à prouver. Dans tous les pays francophones, que ce soit au Togo ou ailleurs, on dit, vous dites qu'on a fraudé. Donnez les preuves. Il n'y a jamais eu de preuves. C'est que ce que l'organisation pratique de l'opposition dans le bureau de vote s'avère nulle. Si dans chaque bureau de vote, il y a des représentants des membres de l'opposition, ils pourraient confronter les résultats. Souvent, il y a des représentants, même si ce n'est pas dans tous les bureaux de vote en tout cas. Pourquoi ne peuvent-elles pas avoir des représentants dans tous les bureaux de vote? Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Élection rime avec moyens, mais vous le savez mieux que moi. Alors, pourquoi? Donc, quand il y a élection, on donne le résultat. Quand la CENI déclare que c'est elle qui a gagné, il ne faut plus que l'opposition se lève pour dire qu'on m'a volé. Ma dernière question, c'est sur l'aspect sécuritaire en République démocratique du Congo. Est-ce qu'avec cette situation, cela ne risque pas de peser contre Félix Tshisekedi? On sait qu'il est venu, le M23 a ressurgi, on accuse effectivement le Rwanda, mais finalement, malgré la présence de plusieurs armées, on n'arrive pas à faire face au M23. Est-ce que ça ne risque pas de peser contre Félix Tshisekedi? Il faut savoir, je ne sais pas si vous comprenez que quand on parle de M23, ce ne sont pas des rebelles en tant que tels. Oui. Ce sont des éléments des forces régulières rwandaises. Ce sont des éléments des forces régulières rwandaises qui savent le maniement des armes et autres. Et la dernière fois, quand on a arrêté un colonel, d'après les renseignements fournis, il a donné d'éléments, beaucoup d'éléments aux forces armées zaïroises. Et c'est pour ça que Tshisekedi a tapé du poing sur la table et est retourné pour s'équiper. Quand il a nommé Bemba, ancien chef de guerre, oui, à la défense. De la défense, c'était un désarroi au Rwanda. Parce que le monsieur qu'on a mené à la défense était un connaisseur. C'est ça le problème. Vous pensez que Félix Tshisekedi a finalement trouvé la solution, la clé pour déverrouiller la situation à part Bemba à la défense? Moi, je lui ai tiré chapeau. Il a bien fait. Okay. Aucun général ne peut plus venir lui dire il y a ça. Alors que tu as vu les nominations qu'il a faites la dernière fois? Les commandants qui vendaient les équipements aux ennemis, tout ça ont été mis aux arrêts. Et un peu la discipline. Dans l'armée, quand il n'y a pas la discipline, rien ne marche. Quand les perdièmes, les soldes, les équipements qui devaient aller aux hommes de troupes n'y vont pas, ça ne passe pas. Quand la nourriture ne passe pas, ça ne va pas. Maintenant, j'ai appris qu'il y a une bonne méthode, une bonne organisation avec l'arrivée de Jean-Pierre Bemba et ils ont commencé par gagner du terrain. Parce qu'il y a l'aviation qui frappe, il y a la théorie qui tire. C'est ça. Et tout cela risque de compter positivement peut-être pour Félix Tshisekedi. C'est pourquoi je dis qu'il a commencé, mais qu'il finisse ce travail. S'il arrive à mettre la paix, la sécurité dans l'Est avant août, je pense qu'il aura les mains libres pour le deuxième tour. Il peut même dormir carrément. Merci beaucoup, Fioko Agdangwenou. Nous marquons la pause pour le journal, puis on revient pour la suite de ces débats.